Pentium, Celeron, Intel Core, i3, i5, 7600U, 13100. Vous souhaitez acheter un ordinateur d'occasion neuf et vous êtes perdu dans les noms des processeurs. Vous ne savez pas quoi choisir. Nous allons voir comment se retrouver dans les noms des processeurs et comprendre les principales caractéristiques. Nous verrons quels critères de choix sont importants concernant un processeur. Et commençons par les noms des processeurs Intel. Il existe trois grandes familles populaires de processeurs Intel. Nous avons les Pentium Silver et Celeron qui sont dans l'entrée de gamme, les Pentium Gold en milieu de gamme et les Intel Core en haut de gamme. Parmi les Intel Core, il y a des familles, donc les i3, les i5, les i7 et les i9. Alors comment peut-on comprendre un nom de processeur chez Intel? Nous avons la marque, ici c'est un Intel Core par exemple, suivi de la famille, ici c'est la famille i3, suivi d'un numéro de génération, ici c'est le 13e, et nous avons le numéro de série qui sont toujours les trois derniers chiffres. En fait, le numéro de série correspond à l'ordre dans lequel a été conçu le processeur au sein d'une même famille. C'est-à-dire qu'ici, nous avons le numéro d'ordre 400 dans la famille 13. Et nous avons parfois une lettre qui est un suffixe qui peut indiquer certaines particularités du processeur. Par exemple, si vous avez la lettre K, ça veut dire que votre processeur va être optimisé pour des performances élevées, X pour des performances encore plus élevées. Si vous avez la lettre F, cela signifie que le processeur n'intègre pas de GPU, donc il vous faudra une carte graphique dédiée. Un suffixe U indique une faible consommation d'énergie, on va retrouver notamment sur les ordinateurs portables, et Y une très faible consommation d'énergie. Alors la plupart des processeurs intègrent aujourd'hui un GPU, donc un processeur graphique, ce qui permet d'économiser l'achat d'une carte graphique. Sauf bien sûr, si votre processeur a un suffixe F, à ce moment-là, vous aurez obligatoirement l'achat d'une carte graphique à côté. Alors si nous regardons un petit peu les cas pratiques, ici nous avons un i3 de 13e génération avec 100 comme numéro de série, suivi d'un i5 de 13e génération avec 400 comme numéro de série, et F comme suffixe, indiquant qu'il faudra utiliser une carte graphique dans ce PC. Puis un i7 de 7e génération, qui a pour numéro de série 600, et un suffixe U indiquant une faible consommation énergétique. Notez le numéro en 4 chiffres cette fois-ci. Les numéros de processeurs sont composés de 4 chiffres jusqu'à la 9e génération, puis de 5 chiffres à partir de la 10e. Enfin, un i9 de 10e génération, série 980, et suffixe XE, qui indique qu'il s'agit d'un processeur optimisé pour les performances élevées. Un i5 est-il toujours préférable à un i3? C'est pas si simple. Dans une même génération, un i5 sera généralement plus performant qu'un i3. Un i3 de dernière génération, par contre, sera plus performant qu'un des premiers i5. Faites attention lors d'achat d'un ordinateur d'occasion ou même d'un neuf, qui sont parfois vendus avec un processeur de génération précédente. Si vous voulez privilégier la consommation d'énergie, alors un i3 sera peut-être ce qu'il vous faut. Et peut-être même un Celeron ou un Pentium sera le meilleur choix. Il faut bien définir l'usage que vous souhaitez faire de votre appareil, soit de la bureautique, ou jouer, ou avoir un appareil très mobile. Les critères de choix seront alors certainement différents. Alors maintenant, où trouver les informations? Tout simplement sur le site Intel, où toutes les fiches des processeurs sont disponibles avec leurs caractéristiques détaillées. Pour les trouver, tapez simplement le produit Intel suivi de la famille de processeurs que vous souhaitez consulter, ou directement le nom complet du processeur pour accéder directement à la fiche. Que faire de ces nombreuses informations? Sans trop entrer dans les détails, certains critères permettent de faire un bon choix. Le nombre de cœurs. Chaque cœur peut exécuter une tâche simultanément avec un autre cœur. On parle de traitement en parallèle. Il y a également ce qu'on appelle les threads, ou bien les cœurs logiques en français, qui permettent de gérer les tâches concurrentes et de basculer entre elles, ceci étant géré directement par le processeur. Pour faire simple, les cœurs permettent de traiter les tâches en parallèle et les threads permettent d'optimiser leur exécution indépendamment du système d'exploitation. L'utilisation des cœurs dépend de la programmation des logiciels, mais ceux-ci les utilisent de plus en plus. Retenez que plus vous en avez, plus c'est potentiellement performant. La fréquence du processeur exprime le nombre de cycles par seconde de chacun des cœurs. Elle est exprimée en milliards de cycles par seconde en gigahertz. Plus la fréquence du processeur sera élevée, plus celui-ci sera performant. La mémoire cache est une mémoire interne
qui est directement stocké à l'intérieur du microprocesseur et qui permet de stocker une quantité de données intermédiaires et ainsi d'accroître la vitesse de traitement des informations. Plus votre cache est important, plus votre processeur aura des chances d'être performant. On peut prendre en compte également la vitesse du bus. Cette vitesse, c'est la vitesse de communication avec les autres composants de l'ordinateur. Un processeur seul ne sert à rien, il fait partie d'un ensemble de composants. Il faut regarder également le type de mémoire supporté. La mémoire est plus ou moins rapide selon le type et ses caractéristiques. C'est un élément très important de performance de votre système. La consommation électrique des processeurs est très variable. On peut avoir des écarts importants allant de 15 watts à 160 watts. Vous trouverez les consommations les moins importantes sur des ordinateurs portables. Et par contre, les consommations les plus importantes sur des processeurs très haut de gamme et très performants. Plus votre processeur consommera d'électricité, plus il dégagera de chaleur. Et il faudra donc un refroidissement adapté. Un processeur en fonctionnement peut atteindre des températures de 40 à 80 degrés. Donc il va falloir dissiper cette chaleur afin de pouvoir conserver des performances optimales. Pour le refroidissement, nous avons plusieurs systèmes, soit un refroidissement passif qui est composé uniquement d'un radiateur, mais ce système est relativement rare. Et le plus courant est ce qu'on appelle un ventirad. Donc un ventirad est composé d'un ventilateur et d'un radiateur. Et pour les processeurs qui chauffent le plus, vous aurez du refroidissement liquide, ce qu'on appelle le water cooling en anglais. Un processeur récent aura de nombreuses améliorations dans la performance, l'économie d'énergie et l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Prenez en compte la date de lancement. La plupart des processeurs intègrent aujourd'hui un GPU, ce qui permet d'économiser l'achat d'une carte graphique. Selon la génération de votre GPU, les performances graphiques seront différentes. La résolution, la prise en compte des dernières fonctionnalités, ainsi que la prise en compte des bibliothèques graphiques. Si vous avez besoin de la dernière version de DirectX, faites attention au GPU. Cependant, si le GPU n'a pas de caractéristiques voulues, il est parfois toujours possible d'ajouter une carte graphique dédiée, mais le coût peut être important. Pour les portables ou les mini-PC, il existe aussi des cartes graphiques externes. Attention au suffixe F sur les processeurs, cela signifie qu'il n'a pas de carte graphique. Il vous faudra donc acheter une carte graphique. Alors, Intel a récemment sorti l'architecture hybride. C'est une architecture dans laquelle un processeur va contenir des P-core pour les performances et des I-core pour favoriser l'efficacité énergétique. C'est disponible depuis la 12e génération. Ça permet en gros d'avoir des processeurs performants quand il le faut et économiques quand il le faut au niveau de l'énergie. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut surtout bien définir vos besoins. Quel usage allez-vous en faire? De l'Internet, de la bureautique, des jeux, du montage vidéo, de la retouche d'image, des logiciels 3D, du streaming? De quelle puissance minimale ai-je besoin? La réponse se trouve en général dans les spécifications logicielles. Cependant, vous allez probablement pouvoir utiliser plusieurs programmes en même temps. Quelles contraintes en termes de consommation électrique? Si vous voulez fonctionner longtemps sur une batterie ou obtenir un ordinateur qui va fonctionner sur une longue durée, comme un petit serveur multimédia. Si vous êtes sûr de ne faire que de l'Internet et de la bureautique, ne vous ruinez pas, prenez plutôt de l'entrée de gamme. Pour des jeux peu gourmands, le milieu de gamme peut largement convenir. Et pour les jeux exigeants, il faudra casser la tirelire et prendre le haut de gamme, en plus d'une carte graphique coûteuse. Pour le montage vidéo, la retouche d'image et les logiciels 3D, tout dépendra des effets que vous souhaitez utiliser, de leur qualité et de la taille des fichiers. Pour des modifications simples, nul besoin de se ruiner. Mais si vous aimez les effets complexes, il faudra probablement monter dans le haut de gamme, voire le très haut de gamme. C'est probablement là que vous trouverez les configurations les plus chères. Alors combien ça va coûter tout ça? Les prix des processeurs d'entrée de gamme neufs commencent autour des 60 € et le haut de gamme peut atteindre les 1000 €, voire dépasser les 7000. Dans le milieu de gamme, on constate des prix entre 200 et 400 €. Vous pouvez également penser à l'occasion, mais en faisant parfois le sacrifice sur certaines fonctionnalités ou des performances énergétiques moins bonnes. À vous de voir. Attention, si vous achetez un processeur seul, à vous assurer de trouver tous les composants compatibles, la carte mère et la mémoire. Donc dans ce cas-là, préférez les kits si vous achetez de l'occasion. Pour information, cette vidéo est produite sur un PC vieux de 14 ans équipé d'un dual-core E8200 avec 3 Go de RAM, une carte graphique de 4 Go et des disques durs SSD. Le tout fonctionnant parfaitement sous Linux.